Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour un épisode hors série de C'est qui en pôle au Mondial du 2 roues avec Pierre. Comment ça va cet après-midi? Écoute, ça va super, il y a des belles motos, il fait beau dehors, bon là on est enfermé mais c'est cool d'être ici avec toi. Ouais, bah écoute, on avait déjà fait un petit tour du salon, donc on a vu un petit peu tout ce qui se faisait à droite à gauche. Donc là on va essayer d'attraper quelques personnes pour papoter un petit peu moto. Ouais. Et ce qu'ils ont à présenter sur le salon. Ok, bah c'est parti. Alors on attaque cette visite du salon 2018 par le stand Honda avec Fabrice Recoq. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors on est devant une moto un petit peu particulière qui est exposée au stand. Tout à fait. Dans le vif du sujet. Exactement. Alors la moto, c'est simple, c'est la moto qui a gagné le bol d'or. Ouais. Le dernier bol d'or. Donc c'est la moto du team FCC TSR Honda France. C'est la moto championne du monde, comme également, vous le savez. Ouais. Cette année, ça a été une année complètement dingue en fait pour ce team, puisque donc on a commencé notre collaboration avec le team japonais au mois de septembre 2017. On a fait le championnat EWC et on a gagné Le Mans. Oui. On a gagné le championnat du monde et dans la foulée, on a regagné maintenant le bol d'or. Donc Le Mans, bol d'or et championnat du monde. On se demande ce qu'on pourrait faire de mieux, on va dire, sur une année. Bah, c'est vrai qu'on avait pu constater que c'était la première fois qu'un team japonais gagnait au Mans, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Et du coup, c'était vachement intéressant. D'habitude, eux, ils se réservent plutôt pour Suzuka ou ce genre d'événement. De les voir là et arriver, je pense que j'imagine que la maison mère était également contente de remporter tous ces titres de champion et de course. Et il ne faut pas oublier non plus le titre marque. Puisque au classement, donc sur le podium, on a aussi Honda Racing, la numéro 111, qui termine 3e. Donc en terminant 1er et 3e du championnat, en termes de marque, on est donc numéro 1 et Honda est champion du monde d'endurance. Ça fait très très longtemps que c'était pas arrivé. Ouais. Et vous connaissez un petit peu aussi l'histoire de Honda en endurance, l'histoire de Honda France en endurance. Et donc cette association avec le team japonais, c'est vrai qu'elle est vraiment intéressante. Elle, comme je le disais tout à l'heure, elle est née au mois de septembre 2017 d'une volonté de la filiale française de renforcer, on va dire, sa présence sur des courses, notamment le bol d'or et le Mans. Et de l'autre côté, d'un team japonais qui avait envie de passer sur le championnat du monde endurance. Sachant que c'est un team qui a une histoire en Moto 2, qui a une histoire en 250 cm3, qui a une histoire à Suzuka, puisqu'il l'a gagné 2 ou 3 fois. Et donc, on peut dire aussi que l'organisation Eurosport Event, qui gère ce championnat, a tout fait aussi pour attirer ce team. Oui. Ouais. J'imagine que là, donc vous commencez une nouvelle saison, vous avez gagné au bol d'or. Vous pensez que le partenariat va se poursuivre dans le temps? Pour 2019, la saison a déjà commencé, vous allez faire toutes les courses. Oui, en fait, c'est un partenariat qu'on souhaite long terme. Pour l'instant, on a la visibilité sur le championnat qui a débuté et donc qui ira jusqu'à Suzuka 2019. C'est ça. Je ne vous cache pas qu'effectivement, on a l'intention de continuer après et puis de renforcer aussi l'implication de ce team et d'en faire vraiment un team pérenne et un team majeur en endurance. Exactement. Aujourd'hui, avec une association de 3 pilotes qui fonctionne très très bien. Un des pilotes donc a été changé, on va dire, récemment. Donc il y en a Mike Dimeglio qui est venu, qui a pris la place d'Alan Tescher. Alan qui a fait un super travail quand même, qui a été un très bon acteur du championnat et bon il est parti dans un autre team et Mike est venu le remplacer et donc on est très content aussi de cette nouvelle collaboration avec un Freddy Forêt qui est vraiment maintenant un pilier, on va dire, de notre inoxydable. Team. Exactement. À l'expérience, ça compte. L'expérience, l'enthousiasme, la ténacité. Enfin, Freddy qui est vraiment exceptionnel. Et puis Josh Hook, l'Australien, qui donne un petit peu aussi de piment et de fantaisie. Fantaisie, ouais. Un petit peu, ouais. Fantasque. Un petit peu. En tout cas, il est très très solide aussi au guidon. D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être la différence entre la Fireblade du coup d'endurance et la Fireblade de série que vous vendez sur Alors, en concession? l'histoire, elle est encore plus compliquée que ça parce qu'en fait, il vous a pas échappé qu'on utilisait 2 versions. On a une version 24 heures, course de 24 heures et une version course de 8 heures. Ouais. Ici, sous les yeux, vous avez une machine qui est, on va dire, un petit peu plus robuste, un petit peu plus ancienne et qui est, d'un point de vue design, basée sur la Fireblade ancienne génération. La nouvelle Fireblade, elle roule en compétition pour les courses de 8 heures. D'accord. Donc c'est vrai qu'on joue, on va dire, la carte de la fiabilité sur la version 24 heures et la carte, on va dire, modernité sur les courses de 8 heures. Ouais. C'est une pratique peu courante, on va dire. Ouais. Oui, non. Souvent, c'est vrai que les autres constructeurs attendent d'avoir fiabilisé la nouvelle version avant de l'emmener en endurance, mais vous apparemment, oui, vous emmenez 2 versions. Voilà, alors, et là, c'est la décision, on va dire, japonaise, c'est-à-dire qu'on a un team qui est très professionnel, très sportif et qui s'attache vraiment à la qualité et à la fiabilité de la machine. Donc c'est eux quelque part qui décident un petit peu du choix de la machine. Et quand il y a un choix à faire entre la performance ou la fiabilité, quand on peut avoir les deux c'est bien, mais en tout cas la fiabilité c'est majeur. En tout cas on sait qu'une version 8 heures aujourd'hui elle n'est pas fiabilisée pour faire les 24 heures. Et donc on préfère utiliser cette machine un petit peu plus ancienne. Mais qui fait ses preuves. Qui est plus connu, plus maîtrisé. Ouais. En tout cas, ça reste une Fireblade. Les deux, que ce soit ce modèle-là ou le modèle d'avant, ce sont des Fireblades. Et donc des produits, des machines très éprouvées. Et du coup, que pensez-vous de la nouvelle date qui arrive en endurance l'année prochaine, les 8 heures de Sepang? C'est très bien, ça élargit un petit peu le championnat. Il faut en faire un vrai championnat international. Tous les ans maintenant, je pense qu'il est possible aussi qu'en 2020 un nouveau circuit aussi y soit rajouté. Les discussions sont en cours, donc moi ça me va bien. On va avoir des circuits de grande qualité. Sepang, c'est un circuit MotoGP, Formule 1, donc ça va apporter vraiment de la crédibilité au championnat. Oui. J'aurais juste encore une question. Moi j'ai noté qu'il y avait eu quand même une très grosse différence entre l'endurance, on va dire il y a une quinzaine d'années, où les courses étaient où il y avait des gros écarts en tête et où maintenant on arrive à avoir des courses de 24 heures qui jouent dans le dernier tour jusqu'à la fin. Est-ce que c'est une grosse différence de management de la part des équipes? Je pense que c'est plus, on va dire, les capacités de la machine. L'endurance à l'époque c'était effectivement beaucoup plus tactique. On travaillait effectivement sur on va dire des courses longues. Avec des stratégies, avec des machines aussi dont les capacités en fait n'étaient pas les mêmes non plus. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est vrai que évidemment ce ne sont pas des motos GP, mais ce sont des motos extrêmement évoluées avec une technologie qui maintenant, notamment en électronique, n'ont rien à envier honnêtement à du World Superbike et parfois même à du MotoGP sur certaines pièces. Et donc voilà, maintenant on a des pilotes qui sont des pilotes extrêmement de la vitesse. Exactement, extrêmement affûtés, des machines qui sont au top niveau. Et maintenant c'est simple, je vais pas dire qu'il n'y a pas de stratégie, mais en tout cas ça devient des runs de 24 heures quoi. Donc c'est très compliqué, c'est contraignant et ça nécessite aussi quand même des pilotes de grande qualité. Parce que pour cumuler la vitesse et l'endurance, il faut être costaud quand même, il faut vraiment être costaud. Un petit dernier mot sur MotoGP. Quand même. Que pensez-vous de l'arrivée de Lorenzo dans le Team Honda l'année prochaine? Ça, c'est d'un point de vue de team, évidemment, moi je trouve ça extraordinaire. Si on accumule le nombre de titres mondiaux de Lorenzo et puis de Marquez, on va avoir un niveau quand même assez extraordinaire. Bien sûr. Je pense que le team sera vraiment très très fort. Je pense que la cohabitation sera peut-être un petit peu animée, je pense, mais je pense que Lorenzo a de l'expérience. Ce n'est plus un jeune pilote capable, entre guillemets, de vraiment mettre un petit peu le bazar, on va dire, dans le box. Bousculé, il va pas venir. Donc Marquez, c'est quand même quelqu'un qui est très établi dans le team et qui continuera à être fort. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'être piqué par un Lorenzo. Quand bien même il est dans le même team pour avancer. On voit aujourd'hui que Marc Marquez, pour moi, c'est un extraterrestre. C'est peu dire, je pense. C'est le pilote. On parle tout le temps de Valentino Rossi, mais je pense qu'aujourd'hui Marc Marquez est supérieur, à mon avis, en termes de
de compétences, de capacités sur la machine. On le voit, il est capable de faire des choses incroyables. Ouais. Là, il domine la saison 2018 et je croise les doigts, mais je pense que je ne vais pas avoir besoin de les croiser longtemps. Non. Ça devrait se faire. Peut-être Voilà. peut-être à Motegi dans Ouais, ça quelques peut se Au faire Japon, ça serait... à domicile au Japon. Ouais. Voilà, exactement. En tout cas, je pense qu'on performe depuis très longtemps avec ce team, avec Marquez. Pedrosa, effectivement, est plus évidemment là maintenant en fin de carrière, mais il a fait aussi du très bon boulot. Quand on regarde le nombre de victoires qu'il a accumulé tout au long de sa carrière, c'est loin d'être ridicule. Et je pense que nous, en tout cas, on est très fiers d'avoir un team aussi fort et aussi performant. C'est clair. Très bien, merci. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on est sur le stand Kawa, Kawasaki, tout est vert et noir. Oui. Et on retrouve Thierry. Bonjour Thierry, donc vous êtes là Bonjour. pour nous présenter un peu les motos de compétition chez Kawasaki. Oui, tout à fait. On retrouve en premier donc, le ZX Desert qui a fait le championnat de France de Superbike, qui a gagné beaucoup de courses, donc qui a décroché le titre en fin de saison avec Jérémy Guarnoni. Ouais. Le team c'était Tech Solutions, donc qui mettent un petit peu de pièces spéciales pour que la moto avance encore plus vite. Un titre de champion de France, c'est quand même relativement difficile à attraper, et ce qui prouve la performance de la moto, du team et du pilote. J'ai à noter que Jérémy Guarnoni, qui a le titre en tant que champion de France de Superbike, est également notre pilote d'endurance sur la moto officielle numéro 11. Oui. Et il a roulé également en World Superbike, il a roulé en Superbike, le week-end dernier. À Manicourt. Oui, en wildcard, exactement. En wildcard, et qui a fait déjà des saisons complètes en Mondial Superbike en tant que stock. En stock, ouais. La catégorie qui va s'arrêter, celle-là même. Qui va être arrêtée. Bon, très belle moto. C'est quoi qui change par rapport à une moto de série comme pièce? Vous avez le droit de quelle modification? Là, il y a un boîtier kit en fait et un faisceau kit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un boîtier qui est paramétrable sur 117 points. On peut changer le traction control comme on veut, jouer sur les freins moteurs, etc. Donc c'est le principal changement sur la moto. Forcément, il y a des polis partout. Le système de freinage est monté en Duritavia, une préparation de fourche, un amorto Hollins. Ensuite, un levier avec garde déportée, des commodos, un tableau de bord avec de l'acquisition de données. Et une petite prépa moteur, mais pas énorme parce que le règlement championnat de France est très proche du stock quand même. Et on arrive à une moto qui est capable de gagner le championnat, une moto quasi d'origine, on va dire. Très belle moto. Ok, on peut passer du coup à la suivante. La suivante, c'est la catégorie au-dessus, c'est toujours du Superbike, mais c'est le mondial. Donc Jonathan Rea, 4e titre d'affilée. Ça s'est jamais vu sur toute l'histoire du championnat. Jusque-là, c'était 2 titres d'affilée, donc il nous en a fait 3 et cette année, il vient d'en faire un 4e. Là, on arrive sur de la vraie moto d'usine. Donc le cadre est modifié avec un bras oscillant qui passe par le dessous, un bras oscillant énorme, extrêmement rigide. Donc ils sont obligés de faire des renforts de cadre avec un double radiateur d'eau pour pouvoir plus refroidir la moto parce qu'on arrive à des puissances quand même relativement importantes. Là, on n'est plus sur un boîtier kit d'origine Kawa, mais un boîtier Magneti Marelli qui est un boîtier commun sur le Mondial Superbike. C'est une vraie moto d'usine, quoi. Toutes les pièces sont uniques, faites à la main, un réservoir de 22 litres. C'est vrai que c'est une moto très performante. Il y a beaucoup de teams qui l'utilisent en dehors du team officiellement supporté par Kawasaki. Tout à fait. Mais quand on voit les résultats quand même de Jonathan Rea par rapport à son coéquipier Tom Sykes, on se dit que c'était un pilote qui est carrément au-dessus du lot et que peut-être il devrait passer en MotoGP ou... C'est une grande polémique. Grande polémique. D'un point de vue purement Kawasaki, on préférait qu'il reste en Superbike. Vu qu'on ne s'inscrit pas en MotoGP. Maintenant, c'est vrai que le niveau Superbike, c'est quasiment le niveau MotoGP. On voit bien les pilotes MotoGP qui arrivent et qui ne sont pas devant. Et puis la saison n'est pas finie encore. Il y a encore il y a une course, mais le titre est joué. Le titre est joué depuis Manicourt. Oui, qu'est-ce que du coup vu qu'ils sont pas là pour en parler, mais qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de la Panigale V4 en Superbike l'année prochaine? Nouveau concurrence, c'est toujours bien. Le souci qu'il y a eu ces dernières années avec Kawasaki, c'est qu'on était un petit peu trop dominateur. Ça cassait un petit peu le suspense des courses.
Un nouveau concurrent, c'est bien. Je pense qu'on aura les armes avec l'arrivée du nouveau ZX10 RR pour le contrer. Bien que Ducati, quand même, font de bonnes motos. Et Oui. on est un super pilote, franchement. Chase Davis. Ouais, Chase Davis, Et ouais. on a également vu Yamaha gagner des courses cette année en Superbike. C'était intéressant de les voir revenir un peu également sur le devant de la scène. Ouais, mon avis perso, je parle pas Oui, au oui. niveau de Ouais. Kawas, c'est que Michael van der Mark, il est au même niveau que Jonathan Rea. Hein. C'est un Ouais. pilote D'accord. exceptionnel. On regarde les styles de pilotage, ils se ressemblent beaucoup. C'est franchement un très 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 bon pilote. Ouais. D'accord. Quand Et on il- voit que Rea était capable de faire gagner Honda et que c'était le seul, Oui. je pense que Van den Mark, il est de la même étoffe. Il est de la même. Très bien, bah, de toute façon on va suivre tout ça l'année prochaine. La moto suivante du coup. Donc c'est la moto qui est championne du monde d'endurance stock en titre, Ouais. la moto du Tati Team. D'accord. Cette année, en fait, le championnat du monde d'endurance, vous savez, qui commence à mi-saison Oui. en fait, Termine. par le bol d'or. Donc l'année dernière, ils ont eu le titre 2018. Cette année, ils se relancent avec un partenaire japonais qui est Trickstar. Mhm. Et WeBike, en fait, un distributeur d'accessoires. Si vous allez de l'autre côté de la moto, vous allez voir un splendide échappement en titane avec des reflets bleus. Oh la vache. Donc ils sont, Ah oui, c'est Ouais. on va dire, c'est le bébé de Trickstar, ces échappements d'accord. Donc Et là, ça on est leur sur permet- du stock endurance. d'endurance stock, Ouais. ouais, tout à fait. Donc cette moto a roulé au bol d'or. C'est pour ça qu'elle est encore sale. Ouais, Elle a fait, elle a roulé au bol d'or, elle a fini 3e, je crois. Au niveau moteur, c'est le moteur est stock, il y a une métrologie de fait dessus Mhm. par les établissements Akira. Akira, c'est une société française qui est du côté de Toulouse, D'accord. qui savent un petit peu bricoler au fond de leur garage. C'est-à-dire que c'est eux qui font le moteur de la moto de Jonathan Rea. D'accord. C'est eux qui font les moteurs de toutes les motos de Superbike mondiales. Ah oui. Ils font Il des y a du moteurs de cross savoir-faire. aussi. C'est probablement le meilleur préparateur mondial et il est français. Cocorico. Et donc c'est une moto qui va faire toute l'année, toutes les courses ou qui va rester en Europe uniquement Non, ils font tout le championnat D'accord. stock. Ouais. Ah, stock. Oui, Stock. stock. Ouais. Ok. Ouais, donc il n'y a pas de stock à Suzuka. Non. C'est trop cher. Ouais, donc ça va être. Ceci dit, ils vont peut-être se déplacer jusqu'à Suzuka Ouais. du fait qu'il y a Trickstar qui Bien est sûr. associé. Ensuite, la prochaine, c'est Le Mans, Slovakian Ring Oui. et Oschersleben. Ouais, d'accord. Et ces Pang Et on- du coup, ils vont accueillir une épreuve de stock ou pas? Je sais pas. Non, pose je la pense question. pas que c'est Pang, il y ait du stock. Ça a été prévu, je ne Ouais. sais pas ce qui a été décidé encore. Je crois Ouais. que c'est pas fini. Et du coup, la Donc, dernière moto. Il y a encore le 400 derrière. Ah oui, pardon. Ça, c'est notre moto officielle Kawasaki France, donc Team SRC Kawasaki France, la 11. Donc, qui court également championnat du monde d'endurance, mais pas en catégorie stock, en catégorie EWC. Donc, qui est beaucoup plus ouvert d'un point de vue règlement technique. On peut voir qu'il y a une fourche Hollins complète avec des systèmes de changement de roue rapide. Ouais. Également, il y a des grosses modifs sur la moto. On ne peut pas appeler ça une vraie moto d'usine comme peut l'être celle de Jonathan Rea. Mais c'est une moto qui réunit énormément d'expérience et le savoir-faire français, on va dire. Donc cette moto, elle a plutôt bien roulé, si je me souviens bien, au bol d'or cette année. Elle fait la Malheureusement. pole, elle fait presque, on va dire, 22 heures en tête. Et puis Suite à un petit problème électrique, malheureusement, ils ont perdu beaucoup de place pour finir 7e. ils ont quand même fini la course. Ils ont fini. Et oui, effectivement, vous avez un pilote très rapide, assez impressionnant à voir, un vrai pilote de vitesse. Ouais. Comment vous l'avez vécu quand il est arrivé? Vous l'avez dit, calme-toi, la mécanique elle va pas tenir 24 heures. Non, c'est un vrai pro. Ouais. C'est du bonheur de travailler avec lui. Il retranscrit les informations, mais exactement comme il faut. Il est toujours d'humeur égale. On voit la différence entre un pilote MotoGP et un pilote de championnat de France, quoi. D'accord. Donc la dernière, qui est cachée. La dernière qui est, on va dire, qui n'est pas extrêmement représentative parce que le pilote a malheureusement chuté. J'ai été la chercher au dernier moment à Magny-Cours parce qu'il il était wildcard au niveau du championnat du monde de Superbike à Magny-Cours. C'est un 400 Ninja donc, qui est sorti en 2018. Donc première année de sortie de la moto, première année de compétition. Le titre de champion de France Promo Sport 400 avec Hugo Girardet, un jeune pilote en qui on croit beaucoup. D'accord. Une moto quasi d'origine, il y a une ligne d'échappement, la carburation qui va avec, et ça s'arrête là. Des suspensions. Très belle moto. Et du coup, le championnat de France Promo Sport 400,
Est-ce que Du coup, c'est les mêmes que les Super Sport 300 en mondial? Pas C'est tout à pas fait. du tout le même règlement. En fait, D'accord. dans les deux cas, c'est pas un vrai championnat 400 ou 300. On l'appelle Ouais. Super Sport 300. Ouais, mais C'est c'est le ouvert. championnat Ouais. A2, des D'accord. motos A2. Donc en mondial, ils ont des systèmes extrêmement compliqués de compensation avec le poids, la perte de régime moteur, etc. D'accord. En France, on a eu également du lest à mettre sur notre moto pour équilibrer. compenser le petit avantage de cylindrée qu'on avait par rapport aux autres, D'accord. qui n'est pas énorme parce que c'est un 400 cm3. Quand on regarde la Yamaha, c'est une 320, il reste la KTM, c'est une 390. 190-400. Voilà. C'est toujours compliqué. Donc, Donc, ouais. chipote là. Donc on a eu, je crois, jusqu'à 6 kg de lest sur nos Ouais. motos D'accord. pour rétablir un petit peu l'équité au niveau de toutes les marques. Championnat. D'accord. Mais malgré ça, il a gagné quasiment toutes les courses, D'accord. toutes les qualifs, toutes les demi-finales. Un jeune vraiment très Et- intéressant et gentil comme tout. Et du coup, il reste dans la catégorie l'année prochaine ou... Mais justement, il était là tout à l'heure pour en discuter et c'est le point d'interrogation. C'est un team familial, c'est-à-dire il y a le papa et le fils Ouais. D'accord. avec les sous du papa uniquement. Donc là, ça devient extrêmement Ouais. compliqué une fois qu'on est champion de France pour passer à l'étape supérieure avec les sous de la famille uniquement. Ah Donc, bah bien sûr. On en est là. Donc il trouve faut du trouver des sponsor. partenaires, Nous, faut trouver un on va essayer soutien de de la l'aider fédération au maximum. On n'a pas un budget illimité non plus. Donc, Ouais. Très voilà. bien. Si les volontés sont là. Tout à fait, elles sont là. Bah, Ah ouais, bien sûr. moi, j'aimerais énormément qu'ils restent chez nous. Hein. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème. Puis bonne fin de salon. Bonne fin de Merci. salon. Bon courage. Bonjour, donc on est avec Jean-Bruno Pastorello et du coup il va nous présenter sa discipline favorite qui est le jet ski sur lequel il est multiple champion du monde, c'est ça? Bonjour. Bonjour, donc je suis Jean-Bruno Pastorello, pilote officiel Kawasaki depuis un peu plus de 10 ans. Ma discipline c'est l'endurance et l'offshore, c'est-à-dire ça ressemble beaucoup au Dakar des mers, on va dire, et D'accord. des courses d'endurance un peu comme les 24 heures du Mans ou un peu aussi la Formule 1. On pourrait l'appliquer à certaines courses comme la Formule 1. Donc on navigue sur des Ultra 310 chevaux d'origine. Grosse C'est moto. des 4 cylindres qui développent 310 chevaux, 1,5 litre de cylindrée. Et nous, on les monte à 400 chevaux, à peu près 400-410 chevaux. Et 400 chevaux, 400 kg à peu près, donc ça fait 1 kg cheval. Pour vous donner une idée, on ne va pas très vite sur l'eau, on est à 120-125 km/h. Par contre, on va de 0 à 100 km/h en 2 secondes 7. D'accord. Et tout à fait. Et notre discipline se pratique un peu partout dans le monde. Il y a des courses aux États-Unis en février. On part après beaucoup l'Europe, juin, juillet, août. Qui se situe en Grèce. Donc c'est des courses de 4 ou 5 jours, un peu comme les Dakar. On va de port en port. Ah d'accord. D'accord. C'est des courses Et, par étapes. Des courses par d'accord. étapes. C'est intéressant. Et on termine en Thaïlande où il y a une très grosse la Kings Cup, qui est la Coupe du Monde, qui est une très grosse course d'endurance par contre. C'est 2 fois 45 minutes la course. C'est sur un circuit assez grand qui fait 3-4 km, enfin assez grand, qui fait entre 3 et 5 km. Et voilà, et donc on tourne autour comme une épreuve d'endurance sur une, on va dire sur un bitume, circuit mais, voiture ouais, ou sur, d'accord. pour moto, sur au bol d'or, voilà. Donc la saison, t'as dit, ça commence en février, ça Oui, s'étale jusqu'à. Ça finit en décembre. Il y Donc a c'est pas encore pratique- fini là. Voilà, ce Ouais. n'est pas encore fini. Là, il nous reste une épreuve du championnat du monde raid en Espagne, à courir à Murcia, au sud de l'Espagne. Et il nous reste une épreuve, la Kings Cup en La Kings Thaïlande Cup, ouais. en décembre. D'accord, Voilà. d'accord, intéressant. Et du coup, quand vous faites une étape, une course, est-ce que vous devez ravitailler notamment en essence? Parce que pour moi, un jet ski, c'est pas très gros. Donc, est-ce que vous devez. Comment ça se passe en termes de Tout à ravitaillement? fait. Il y a des épreuves de ravitaillement, notamment aux États-Unis. Il y a une épreuve qui s'appelle les 300 miles d'Havasu, qui est le reflet sur l'eau des 500 miles d'Indianapolis. Voilà, c'est une épreuve Sans qui les dure virages relevés. sans les virages relevés. C'est un circuit de 16 miles, 17 miles. On fait 30 tours D'accord. à peu près. Et peut-être un peu moins à peu près. Et non, 16 km, pardon. Il fait 10 miles ce circuit, on fait 30 tours, ça fait 300 miles. Et là, il y a des ravitaillements tous les 5 tours. Donc on ravitaille comme à l'époque en Formule 1 avec des vannes ATL spécifiques, avec du dégazage
Voilà, donc on fait à peu près la consommation d'un jet de course est à peu près un peu plus d'un litre minute, 1 litre 2, 1 litre 3 minutes. Gros. Donc on a des ravitaillements classiques pour remettre 80 litres dans le réservoir. 80 litres, d'accord. Et il n'y a pas d'autres changements en cours de course? Non, il y a juste ravitaillement essence. Il n'y a pas de changement mécanique. Non, il n'y a Parce qu'il y aucun a rien changement qui est- mécanique. ouais. Ça, c'est une course qui se fait à deux, qui se Ah, réalise c'est à du deux relais. pilotes. Ouais. Donc on a un relais, il y a D'accord. un deuxième pilote qui prend le relais et voilà. Et en termes d'équipement, vous roulez avec quoi? Un casque, j'imagine, mais après, une Alors, combinaison. La protection ressemble beaucoup à celle de la moto. En plus de la combinaison, on a des dorsales. D'accord. On a des protections jambières pour les courses d'endurance avec des circuits un peu plus serrés. On a un casque avec des lunettes, casque de cross avec des lunettes. Et voilà, des gants et une combinaison et un gilet assez épais qui nous protège des chocs et surtout qui nous permet de flotter si on tombe suite à une D'accord. chute ou un contact. Et du coup, c'est pas du tout des contre-la-montre que vous faites, c'est vraiment vous partez en groupe sur la ligne de départ et du coup il y a des bagarres dans les virages, j'imagine. Tout à fait, on part aligné sur une plage. Voilà. Ou Sur département en courant, on monte sur le jet, on D'accord. part, ou alors on est assis sur le jet, moteur allumé, et on a un starter qui nous fait partir. Donc quand on est 50, 60, 80 pilotes, arrivé à la bouée qui est quand même à 1 ou 2 km, ça se bouscule un Ça peu. se bouscule. Mais c'est Ouais. les sports mécaniques, on le Bien connaît. Il y a du contact. On le connaît dans tous les sports, que ce soit en endurance moto, Kawa Ouais. le prouve, il faut partir en tête. Voilà. C'est toujours mieux. Est-ce que tu fais un peu de moto, toi, ou c'est une discipline que tu connais pas du tout? Tout à fait, oui. J'ai un magasin de moto D'accord. Mhm. que j'ai monté il y a 1 an. Je suis concessionnaire Kawasaki à Toulouse, à Muret D'accord. exactement. Oui, je fais de la moto depuis très longtemps. C'est la moto qui m'a fait venir un peu au jet ski. Et voilà, c'est une passion, la moto. J'adore la marque. Je suis piqué vert depuis des années. Donc voilà, ça fait maintenant bientôt 20 ans que je suis sur cette marque et je finirai ma carrière là-dessus. D'accord. Et la différence principale du coup entre la moto et le jet ski en termes de sensation, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que... Oui, c'est quand même, on va dire que la sensation sur l'eau est complètement différente parce que ça a beaucoup plus l'aspect glisse et l'aspect fun, contrairement à la route où il faut être quand même plus sécurisé, il faut faire beaucoup plus attention, même si quand même nos machines sont surpuissantes et nous devons être très lucides. Mais après, il y a énormément de points communs entre surtout les jets à bras et qui ressemblent beaucoup au motocross où certains petits jets à l'époque étaient des X2, des jets hybrides entre le jet à selle et le jet à bras qui ressemblaient énormément au style de motocross et oui. donc il y a toutes ces sensations, on les a, c'est des points communs qu'on a d'un côté et de l'autre. Après voilà, ça reste quand même deux sports différents et Kawasaki en est le précurseur. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup plaisir, pour votre temps. merci. Et ben, on se retrouve donc sur le stand Suzuki avec Julien. Donc on a devant nous des belles petites motos. On va faire un petit peu le tour. Donc la première. Bonjour, alors effectivement c'est plus que des belles petites motos, c'est des motos magnifiques. Elles sont bleues, elles ont des décos jaunes fluo et ça va plutôt vite et ça marche plutôt bien. La première, je ne sais pas si vous voulez faire le tour, mais on a effectivement une moto GP qui nous a été prêtée à l'occasion du salon, donc du mondial du deux roues. C'est la moto de Rins. On a ici un bel exemple de la technologie poussée à son paroxysme. On a une machine qui a fait de très bons résultats sur les dernières manches. C'est sûr qu'on est encore en développement. Il y a un nouvel équipage qui sera confirmé à partir de la saison prochaine. Encore quelques courses à venir. Ouais. Donc l'objectif pour le team, alors bien que je ne sois pas directement concerné par le team, mais je peux vous dire que Suzuki, dans son approche, elle est clairement la victoire. Donc on va accumuler l'expérience et fin de saison, on fera le bilan. Mais je suis persuadé qu'on va réussir à rentrer dans les points et on aura, je pense, une belle histoire à écrire la saison prochaine. Ensuite, la Suzuki numéro 2. La numéro 2, cercle. ça c'est la Suzuki d'endurance qui longtemps a porté le numéro 1. Donc bien évidemment notre ambition elle est clairement pour cette année, en tout cas l'année
qui va arriver puisque la saison a déjà débuté avec le Bol. On n'a pas concrétisé le podium malheureusement suite à des petits soucis qui sont plutôt liés à des faits de course plus que de la performance réelle. Les pilotes ont joué le jeu et on a cravaché pour essayer d'amener cette moto sur le podium. Et finalement, donc c'est une 5e place qui nous permet quand même de prendre un peu de points dans le championnat. Surtout qu'on a commencé la course, on était en tête, donc on a accumulé pour les premières 8 heures des points qui sont pas négligeables, qui sont importants. Donc l'objectif pour l'équipage Étienne Masson, Vincent Philippe et Greg Black, c'est la victoire. Et les 24 heures du Mans, c'est une course mythique, on est à la maison, donc on va essayer de briller, c'est l'objectif. Oui. On continue avec une... Alors ici nous avons une machine de cross, parce que le cross chez Suzuki c'est aussi très important. Donc on a un pilote 450 qui s'est illustré en A6 qui a remporté le titre cette année. 450 A6, donc c'est Cédric Soubeyras qu'on espère donc retrouver l'année prochaine encore une fois en Supercross. Il a fait des piges aux États-Unis, je pense qu'il va être aussi impliqué sur les championnats américains. Donc on a ici un pilote français qui met du gros gaz et qui nous fait gagner des courses. Donc le cross chez Suzuki, ça reste quelque chose d'important. On a une nouvelle machine qui est arrivée l'année dernière, une 450, RMZ qui est absolument magnifique. Et on sort cette année, puisqu'on en profite, on est au salon, une magnifique 250 RMZ. Donc c'est dans la lignée de la 450. On a des lignes racées, un moteur qui a été complètement revu, nouveau châssis, plus de puissance, suspension inédite. Donc on espère aussi ramener des titres et puis faire surtout des belles ventes sur ce modèle qui avait été longtemps qui était resté sur son design d'origine. Donc ça faisait 6-7 ans, on avait besoin d'un petit coup de neuf. Donc on est bien content de l'accueillir aujourd'hui dans la gamme. Et puis il y a une grosse sortie. Alors une sortie assez emblématique. Un relookage. Ouais, alors c'est plus qu'un relookage. Là c'est vraiment une icône qui revient donc chez Suzuki, c'est la Katana. Donc on a pu admirer, alors là sur le salon on a une Katana qui date de 1980, donc on voit tout de suite la lignée puisqu'elle est mise à côté de la nouvelle Katana. Donc on est sur deux modèles qui se ressemblent parce qu'il y a vraiment une déco et puis des lignes qui sont très racées, une identité, l'ADN qu'on retrouve assez facilement, surtout quand on regarde l'optique avant, l'optique carré, c'est assez flagrant. Et on a ici donc une nouvelle version de ce qu'est la Katana. Donc elle est modernisée, on a abandonné les guidons bracelets, on a préféré les guidons hauts, un guidon droit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la clientèle recherche quand même certain confort. Et donc on a décidé donc de mettre cette machine dans une configuration plus urbaine. On a une selle qui est compacte, un arrière qui est assez racé. Donc on retrouve bien la philosophie et on a quelque chose de quand même plutôt même très original. Faut rappeler qu'en 1980, quand la Katana est arrivée sur le marché européen, c'était juste un ovni, quoi. Oui. Donc quand on voit le design, on s'aperçoit que ça reste une moto vraiment très particulière. On a donc je pense quelque chose de très différenciant aujourd'hui chez Suzuki et on a eu des retours très positifs. Que ce soit de la part des jeunes qui n'ont pas connu l'ancienne ou même des motards qui ont connu ces motos. On s'aperçoit que ça met tout le monde d'accord et on a hâte de pouvoir l'essayer. Cette moto sera disponible l'année prochaine à partir du mois d'avril. D'accord. Donc effectivement on voit qu'il y a une identité très forte. Dans quelle catégorie la moto va se classer ? C'est un gros roadster ? C'est un peu un trait. C'est une très bonne question parce que dans les faits, on destine plutôt la Katana à exister d'elle-même. Donc il n'y aura pas forcément une catégorie roadster qui lui sera assignée, mais on pense développer justement cette lignée Katana et il est possible de voir dans quelques temps une déclinaison sur différentes cylindrées et ça fera donc ça fera partie d'un segment vraiment à part entière chez Suzuki. Je comprends bien. Ok. Bon voilà. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup Julien. C'est un plaisir. Merci, bonne fin de salon. Merci vous aussi.
Bonjour, donc on est sur le stand Yamaha Oui. avec Thium, que tout le monde connaît. Comment ça va ? Ça va bien. Bien. Donc tu es resté sur le salon toute la semaine ou juste par période ? Non, je suis resté sur le salon toute la semaine. Toute la semaine ? Ça s'est bien passé jusque-là, ouais. Plutôt pas mal. Beaucoup de Plutôt fans ? pas mal. Un certain nombre, ouais. ouais. Certainement. Bon, tu suis un peu le MotoGP, Un petit t'es un peu. peu fan de Rossi, hein. Un petit peu Un aussi. petit peu. Qu'est-ce que tu penses des résultats des Yamaha ces derniers temps ? C'est pas terrible, hein. Ouais. Voilà, on va être honnête. Hein. À part sur la dernière course où effectivement ils font 3, 4, 5. Mais bon, je pense que c'était un peu un concours de circonstances, piste visiblement très favorable, ce qui n'était pas le cas pendant les essais là-bas. Mais oui. sur le Grand Prix, ça s'est plutôt bien passé. Sinon, le reste de la saison, qu'est-ce que tu veux dire ? Ils font ce qu'ils peuvent hein, avec ce qu'ils ont. Donc tu crois pas, 4 dernières courses, un regain de forme des Yamaha, tu penses que c'était vraiment exceptionnel J'attends de voir. Ouais. J'attends de voir si effectivement ils ont trouvé quelque chose ou si c'était la piste. Je pense que eux aussi. Ils attendent de voir. Ils attendent C'est de sûr. voir sur le prochain Grand Prix au Japon, voir où ils en sont. Tes dessins, ils sont généralement assez critiques envers Marquez. Pas toujours. Pas toujours. Pas mais, toujours. Souvent, ou envers Souvent. Lorenzo également. Envers Lorenzo aussi, mais pas toujours. Et du coup, on sait que Marquez peut être titré aider Motegi s'il Ouais. gagne notamment. Ça te fait quoi de voir cette compétition entre pilotes toi qui es là dans le domaine depuis longtemps, tu dessines. Ils sont là pour ça de toute façon. Ouais. Ils sont là pour la compétition, ils sont là pour qu'il y ait un vainqueur. Cette saison ce sera Marquez. Parce qu'il a été le meilleur, quoi, tout simplement. Hein. Donc, je pense que son titre, il ne l'aura pas volé. Ouais. Voilà, il a été régulier, il a fait des victoires. On va dire que c'était le plus fort cette saison. Et haut la main, je pense. Voilà, il y a Dovizioso qui a été un peu présent, mais bon, Lorenzo qui s'est réveillé un peu tard. Je pense que si Lorenzo s'était réveillé début de saison, il aurait pu faire vraiment concurrence à Marquez et ça aurait été un championnat différent. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Et il serait sans doute resté chez Ducati. Voilà. Et c'est facile peut-être pour toi de caricaturer Rossi ou Marquez parce que c'est des pilotes qui ont une forte personnalité. Mais quand tu vois des pilotes comme Zarco ou Dovi qui sont beaucoup plus, on va dire, fades ou moins expressifs, comment tu arrives à trouver une caricature adéquate Je fais en fonction de ce qui se passe, soit sur la piste, soit dans les coulisses. Ouais. Donc Dovizioso, je l'ai caricaturé pas mal fin de saison dernière, vu qu'il était en train de jouer le titre. Il jouait le titre. Je l'ai caricaturé à l'époque où il galérait beaucoup. Ouais. Je le faisais souvent avec un petit chat noir. C'est vrai. Voilà, j'ai un dessin. Bon là, vous pourrez le voir, mais Il y a toutes les BD. voilà, Hein. là, je les ai avec moi. Là, J'en ai un bon paquet chez moi également. Ouais. Voilà, bon, là c'est du. Voilà, Dovizioso. Hop. Voilà, tu vois là, Dovizioso, Grand Prix des États-Unis. Voilà. C'est vrai. Il s'était fait shooter. Il s'est fait shooter. Ouais. C'est vrai. Je sais plus par qui, mais il s'était fait Il avait shooter. enchaîné les deux. Je crois C'est qu'il y pas a. Pedrosa qui l'avait accroché. Je sais plus. Je crois qu'en Argentine, c'était son coéquipier Yannone qui venait de le shooter. Et il va au Grand Prix des Amériques et c'est pareil, il tombe, mais je sais plus qui l'accroche. Je sais plus qui l'avait mis en l'air, mais ça, voilà. Bon, il s'est fait shooter plusieurs fois. Donc moi, c'est des trucs sur lesquels forcément je rebondis. Hein. Forcément. Alors, je peux pas tout dessiner. Ouais. Parce que j'ai pas forcément le temps de tout dessiner, mais j'essaie de cibler vraiment. Alors forcément, c'est ceux qui jouent devant. Voilà, c'est Rossi, c'est Marquez, c'est Lorenzo. C'est les grands faits de course. Voilà, les gros faits de course. Aussi les polémiques à la con qu'il y a autour aussi. Hein. Ça, c'est pour un caricaturiste, c'est du régal. Hein. Lorenzo, c'est un régal. Lorenzo, c'est du régal. Lorenzo, c'est Yann Marion qui dit ça, c'est du bonbon. Lorenzo, c'est du bonbon pour un dessinateur. Et donc du coup en intersaison, ça se passe comment ? Tu prépares la suite ou c'est le moment d'éditer les bouquins ou... Non, enfin ça oui, ça peut arriver si j'en ai un disponible parce que pour faire une BD GP Addict, j'ai besoin de 3 années de Grand Prix en illustration. Donc quand j'ai pas 3 années de GP terminées, je prépare des fois des calendriers, je fais des petits dessins. C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y aura un calendrier de l'avant cette année normalement, oui. avec Yamaha? Normalement oui. Normalement, oui. Ok. Petit exclu.
Attention. Après, si tu veux parler de ce que tu fais. Je crois que tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook. Tu as un Tipeee ou J'ai un Tipeee, ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai un Facebook sur lequel je mets quelques dessins, mais la grosse partie de ce que je fais maintenant, je le mets sur le Tipeee pour les lecteurs qui me soutiennent, qui considèrent que ce que je fais, parce que c'est pas mon métier, j'ai un autre métier à côté, qui considèrent que ce que je fais c'est quand même du travail. Et, bien sûr. C'est à partir de 1 euro. Voilà, ça peut aller jusqu'à 10, 20 par mois, ça dépend, la personne met ce qu'elle veut. Elle a accès à cette page-là, je fais des jeux concours, des coloriages pour les gamins, ceux qui sont sur cette page-là, que je rencontre, en sont très contents. J'ai eu que des bons retours. Et tu fais quoi comme jeu concours par exemple? Alors je fais beaucoup de cette erreur. Nous on en a un, on t'en parlera après. Donc tu fais des jeux de 7 erreurs. Des 7 erreurs. La dernière fois j'ai fait un labyrinthe, des fois, voilà, je fais des petits jeux. Moi, je trouve jamais. Il y a toujours une erreur que je trouve pas. T'es sur Tipeee? Ouais, je te remercie. Non, je t'en prie, c'est normal. Et comment t'as appris à dessiner les motos alors et les pilotes? Mes potes. Ouais. Quand il y a 20 ans, on était toute une bande en bécane. Donc je caricaturais mes potes, particulièrement un qu'on peut retrouver dans la Ghost, qui est c'est un champion du tout droit, des plans, des plans foireux sur une moto. Voilà, donc c'était ma première victime, et puis mes potes, et puis ensuite le magazine Moto et Motard avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, puis Sportbike aussi avec qui je travaille encore actuellement. Puis le MotoGP, c'est venu. Je regarde depuis longtemps. Moi, je suis un supporter de Rossi depuis 96. Et j'ai commencé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'en faisais pas avant. Peut-être que je pensais que je ne pouvais pas, que ce serait trop compliqué. Et j'ai commencé quand il y a eu l'accident de Marco Simoncelli. J'ai fait mon premier en hommage. Et puis, du coup, j'en ai fait un deuxième, un troisième. Puis c'est parti comme ça m'a plu, et ça a plu derrière aussi à pas mal de lecteurs. Un peu plus tard, ça a déplu à certains qui pensent qui trouvent que j'y vais trop avec certains pilotes. Il n'y a jamais trop. Non, ça reste la caricature. Toujours. Et en tant que pro Rossi, parce que c'est comme ça qu'on nous qualifie, des fois je mets des cartouches. Dans la BD, je vais sûrement t'en trouver une. Où il ramasse. Hop là. C'est marqué ce qu'il ramasse. Voilà, par exemple, on va dire que je l'ai épargné sur celle-là. Quoi. Sur un escalier roulant pour. Le petit Stana pour. On va monter son escalier. Tu parles de Rossi, donc pour toi, à ton avis, la fin de carrière, c'est pour quand? C'est pour dans 2 ans ou il va rallonger encore? Écoute, si jamais Yamaha lui fournit une moto qui lui convient et avec laquelle il peut être compétitif, moi je pense qu'il... La retraite à 65 ans quoi. Peut-être à 46. 46. Mais je le vois, si dans 2 ans il est encore compétitif et qu'il prend encore du plaisir, pourquoi il arrêterait? Pourquoi il arrêterait? Pour s'occuper des VR46. Il a tout le temps. Il a tout le temps après. Là pour l'instant, tant qu'il est compétitif, tant qu'il peut jouer des podiums, jouer des victoires. Bon, cette saison ça a été compliqué, mais on peut pas dire que Yamaha soit exceptionnel. Il est 3e au championnat, donc voilà, 3e au championnat. Voilà, c'est premier Yamaha. Il est encore en lice pour le titre. Ouais, enfin le titre. Donc mathématiquement, il. Écoute, si Yamaha arrive à lui fournir une moto. Peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, je sais pas, parce qu'apparemment c'est compliqué. Je pense qu'ils sont perdus. Mais si jamais ils arrivent à trouver ce qui va pas et fournir une moto compétitive, et que Rossi arrive à se battre devant, il a aucune raison d'arrêter. Il aime ce qu'il fait, et puis nous on aime ce qu'il fait aussi. Donc plus longtemps il continue. Après c'est sûr que si tu te retrouves avec des résultats à te battre pour des 8e, 9e, 10e places, et que ton coéquipier lui fait des victoires, joue le titre et tout, c'est sûr que là tu peux te poser la question, te dire je vais peut-être raccrocher ou pas. Mais quand tu es premier Yamaha, voilà, et que tu prends plaisir, il n'y a aucune raison d'arrêter, quoi. Aucune. Et quand il prendra sa retraite, est-ce que tu prendras la tienne du coup?
Non. Ça se non, trouve, tu arrêteras de regarder les GP. Tu je voudras continuerai à regarder les GP, je continuerai Je te taquine. à dessiner. Il y aura sûrement toujours Marc Marquez et Lorenzo, donc je pourrai Sans toujours doute. leur mettre des petites cartouches. Il y aura d'autres pilotes qui vont arriver. Il y aura toujours des choses à dire. Non, alors peut-être que j'en ferai moins. Peut-être que Les ça se fera thématiques changeront. différemment, je ne sais pas. Moi, je prévois pas forcément aussi loin. Ouais. Mais non, si je prends toujours plaisir à dessiner, non, j'ai Y a pas de aucune raison. raison Bien d'arrêter. sûr. Tu vois des jeunes pilotes qui sont vraiment en devenir en Moto 2 ou en Moto 3. Je pense à un Bagnaia par exemple Martine. ou Martin. Il y a beaucoup de pilotes en Moto 2, en Moto 3 qui ont un gros potentiel. Oui. Ouais. Après, il y en a combien qui avaient des gros potentiels qui n'ont jamais confirmé. Ouais. Et il y en a combien tu regardes Miller, Ouais. tout le monde disait que c'était une erreur qui passe directement du Moto 3 au Moto GP. Au final, il a quand même montré des belles choses. Tu vois, et des pilotes en qui on croyait beaucoup qui sont arrivés et qui n'ont pas montré grand chose non plus. Donc c'est compliqué, il faut les voir dans le grand bain. Ouais. Faut les voir dans le grand bain, puis il faut les voir aussi avec la pression. Ouais. Regarde un Quartararo qui est arrivé, qui a un gros potentiel mais très jeune, qui a eu une pression de dingue sur les épaules. Dès le début, Il le dit maintenant, hein, il le dit, ça l'a plombé, c'est dur à vivre. Hein, faut avoir, tout le monde n'est pas Rossi, Marquez ou Lorenzo. Hein, Il et avait 16-17 ans. Hein, quand voilà, il est arrivé. et quand Zarco est arrivé et que Zarco a commencé à gagner ses titres en Moto 2 et après faire le shot au premier Grand Prix GP de sa carrière, les médias sont tournés vers lui et c'est ce que disait Quartararo, ça lui a fait beaucoup de bien, ça l'a libéré et bien sûr. ça l'a permis de faire quand même quelques belles courses. J'espère pour lui que le MotoGP, voilà, il va se montrer quoi. Bah, il est jeune, il a le temps. À hein. 19 ans. Donc, Voilà. Mais les places sont chères. Oui. Le problème c'est qu'en MotoGP, demande à Lorenzo, faut vite Ouais. confirmer quoi. Oui. Voilà, c'est une Il saison, est vite 2 fait saisons. l'aller-retour, hein. Voilà, tu peux très vite passer de MotoGP à soit retour en C'est ça. Moto 2 ou soit aller en Superbike ou aller trouver autre chose quoi. T'as déjà préparé tes dessins Zarco sur la KTM ou pas encore? Non, je fais au fur et à mesure. J'ai déjà fait quelques dessins de Zarco qui arrivent chez KTM. Bah, toi qui es sur mon Tipeee, tu les as peut-être vus quoi. Oui, j'ai vu, c'est passé. Voilà, j'ai commencé à un peu traiter le sujet gentiment, mais je fais au fur et à mesure. Voilà, quand une info sort, si j'ai le temps, parce qu'il y a des tas de dessins que j'aimerais faire, que j'ai pas le temps de faire. Voilà, Ok. Bon. Bah, merci de ton beaucoup. accueil. Bah, merci à vous les gars. Merci. Puis bonne fin de salon. Merci.